Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 mars 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. D'accord. Je suis content que tu aies mis la bonne chemise aujourd'hui. Bien. Je n'aime pas ce look de croque-mort, même si nous vivons une période sérieuse et morose. Hier ist Emma. Larry, laisse-moi commencer par ce qui s'est passé en Iran. Le nouveau guide suprême, le fils de l'ayatollah Ali Khamenei. Il semble que Donald Trump ne soit pas satisfait du nouveau guide suprême de l'Iran. Et voici ce qui a été rapporté sur Fox News. Le fils de l'ayatollah est désormais le nouveau guide suprême. C'est un religieux ultra-conservateur, largement considéré comme plus radical que son père. Le président Trump a averti, je cite, « Il devra obtenir notre approbation. S'il ne l'obtient pas, il ne tiendra pas longtemps. » Ambassade. Ouais, Tu sais, remarque l'ironie. D'un côté, ils utilisent cela comme prétexte pour justifier une attaque en Iran, parce qu'ils prétendent que l'Iran a essayé de tuer le président. Ce qui est faux. C'est encore un fichu mensonge. Et ensuite, on se retourne et on parle ouvertement de tuer n'importe quel dirigeant, n'importe quel président qu'on veut. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce mal ou est-ce que ça dépend simplement de qui le fait? Le comportement de plus en plus erratique de Trump au cours de la dernière semaine et demie, depuis le début de cette guerre, est inquiétant. Personnellement, je pense qu'ils doivent invoquer le 25e amendement. Il doit être destitué, parce qu'il dit des choses délirantes comme ça. Tu vois que les États-Unis auraient leur mot à dire sur qui doit diriger l'Iran. Je veux dire, il faut reconnaître à Trump au moins une chose. Il est franc sur ce que nous faisons depuis, disons, 73 ans. Installer et renverser des gens, placer ceux qu'on veut, essayer de contrôler la situation. Mais c'est toujours mal. Larry, penses-tu que la guerre d'usure a commencé? Ou sommes-nous encore dans la phase initiale du conflit? Nous ne savons pas encore si cela va se transformer en guerre d'usure ou non. Comment vois-tu le champ de bataille en ce moment? Parce que nous voyons l'Iran, Téhéran, être attaqué. De nombreux bombardements là-bas et en Israël aussi. Nous ne voyons pas beaucoup d'images provenant d'Israël, mais d'après ce que nous avons entendu jusqu'à présent, la dévastation touche les deux camps. Alors, à quoi ressemble le champ de bataille et quel est le plan du côté de, nous avions le secrétaire à la guerre et non plus à la défense, Pete Hegseth, qui a déclaré dans 60 minutes. Quelle est ta compréhension du chef du Pentagone, de Donald Trump, en ce moment? Eh bien, il n'y a pas de stratégie claire. Ils improvisent simplement comme un musicien de jazz. Sauf que c'est un mauvais musicien de jazz. Regardons la différence entre l'Iran et Israël. L'Iran compte environ 91 millions d'habitants. La plus grande ville est Téhéran, avec entre 10 et 12 millions d'habitants, selon à qui l'on parle et quelle est la source. Mais au-delà de cela, l'Iran n'a pas beaucoup de villes dont la population dépasse 1 million, n'est-ce pas? Donc, il te reste le reste, disons les 75 ou 80 millions de personnes restantes, vraiment dispersées à travers le pays. Elles ne sont pas concentrées dans une seule région. Larry, laisse-moi dire quelque chose parce que ce sujet revient souvent dans ce podcast. Beaucoup de gens soutiennent que lorsqu'on parle des différentes ethnies en Iran, Kurdes, Arabes, Azéris, Lor Bakhtiari, toutes se considèrent essentiellement comme persanes. Elles ne se voient pas comme des ethnies distinctes au sein de l'Iran. Exact.
Eh bien, en plus de cela, la majorité de la population, environ 61% de l'Iran, est en réalité perse, et je pense qu'environ 19% sont azéris. Comme vous l'avez déjà mentionné, l'ayatollah Khamenei et le nouvel ayatollah, Mojtaba Khamenei, sont azéris. Donc ce n'est pas comme s'il y avait des étrangers distincts qui ne seraient pas en phase avec la culture perse. Mais mon point est que si l'objectif des États-Unis, avec des attaques militaires, est d'essayer de toucher le plus de population possible, le fait que 60% ou 80% de la population iranienne soit dispersée à travers le pays a son importance. En Israël, environ 75% de la population, peut-être plus près de 80%, est concentrée à Tel Aviv et à Haïfa. Ainsi, contrairement à l'Occident qui doit attaquer littéralement des centaines de cibles différentes pour tenter de saper la volonté du peuple iranien, l'Iran n'a qu'à en frapper 2. Et il le fait sans relâche, jour après jour. Les Israéliens souffrent. Ils envoient des signaux. Ils veulent un cessez-le-feu. Mais ils n'en obtiendront pas cette fois. En juin dernier, pendant la guerre de 12 jours, l'Iran était disposé à envisager un cessez-le-feu parce qu'il avait reçu des indications des États-Unis selon lesquelles ceux-ci prendraient les négociations à venir au sérieux. Il s'est avéré que les États-Unis avaient encore menti. Et c'est pourquoi, à mesure que cela se poursuit, la guerre d'usure commencée la semaine dernière continue toujours. The war of attrition started this last week. Nobody would have imagined. Personne n'aurait imaginé que l'Iran éliminerait ses 5 radars, les TSP et les FPS. Ils sont tous deux, tu sais, incroyablement coûteux. L'un vaut environ 500 millions de dollars et l'autre plus d'1 milliard. Je pense qu'au moins 2 des TSP, qu'ils appellent TIPSI, ont été détruits, ainsi que 3 unités FPS. Cela a aveuglé à la fois les États-Unis et Israël. Autrefois, Israël disposait peut-être d'un préavis de 30 minutes. Et, missile en approche. Plus maintenant. Ils n'ont plus qu'1 minute d'avertissement avant l'impact. Les États-Unis ont donc été effectivement privés de leur capacité radar, ce qui affecte ensuite leurs autres opérations militaires, du moins sur le plan défensif. Et désormais, ils ne peuvent plus opérer à partir de ces bases. And then they can no longer operate in the bases. They counted on having a presence in the Persian Gulf. Ils comptaient sur une présence dans le Golfe Persique, en Arabie Saoudite, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar et même aux Émirats Arabes Unis. Cela devient intenable. Et la fermeture du Golfe Persique au trafic maritime signifie que la capacité de l'Arabie Saoudite, mais surtout du Qatar et des Émirats Arabes Unis, à continuer de vivre normalement, c'est terminé. Vous savez, ils font face à de graves pénuries alimentaires en moins d'1 semaine et à des pénuries d'eau potentielles à cause de l'attaque qui a visé l'usine de dessalement iranienne. L'Iran a juré qu'il allait riposter de la même manière, tout comme l'Iran avait prévenu « N'attaquez pas nos installations pétrolières ». Qu'avons-nous fait? Les États-Unis ont attaqué l'Iran, ou plutôt, je suppose que c'est Israël qui a attaqué l'installation pétrolière. Et en représailles, l'Iran a maintenant frappé les installations pétrolières à Bahreïn et au Koweït. Cela va aggraver le problème mondial de la pénurie de pétrole. Et aujourd'hui, les États-Unis ont redoublé d'efforts, rendant la situation encore plus grave. Ils ont pris pour cible des pétroliers iraniens, j'ai entendu dire qu'il y en a maintenant 3, et les ont fait exploser ou couler. En plus des dégâts environnementaux que cela va provoquer, cela retire également davantage de pétrole du marché. Nous allons donc nous retrouver dans une crise économique mondiale à part entière. Vous savez, nous avons des preuves historiques avec la guerre du Kippour en 1973, puis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine en février 2022, au début de l'opération militaire spéciale. Dans les 2 cas, le prix du pétrole a fortement grimpé. Mais ensuite, ça a chuté. Mais quand ça montait en flèche à ces moments-là, le pétrole continuait d'être pompé du sol. Le pétrole continuait d'être chargé sur les navires.
les navires pouvaient encore quitter le golfe Persique. Pas maintenant. Tout cela a complètement changé. Il n'y a plus rien. Ils arrêtent le pompage parce qu'ils ne peuvent stocker qu'une quantité limitée. Et une fois que leurs réservoirs de stockage sont pleins, ils doivent arrêter les pompes elles-mêmes. Il ne sort plus rien du golfe Persique. Je veux dire, ces 21% sur lesquels tu comptais, pouf, envolés. Et tu sais, ça a vraiment créé des dynamiques intéressantes. That's really created some interesting dynamics. This is helping Russia. Cela aide énormément la Russie. Je veux dire, l'économie russe va littéralement exploser avec tout cet argent supplémentaire qui lui arrive. L'Inde est en difficulté et Modi a eu la folie de penser, enfin je ne sais pas ce qu'il avait en tête, mais il a décidé que ce serait une excellente idée d'aller en Israël et de coller ses lèvres bien fermement sur le derrière, le postérieur, du Premier ministre Netanyahou, en leur léchant les bottes, en se courbant et en rampant comme un domestique. Vous savez, on pourrait l'appeler l'Indien de maison. « Tape dans tes mains, serviteur, viens ici ». Il a signé un certain nombre d'accords de coopération et soi-disant d'amitié sincère. Et puis, lorsque l'attaque contre l'Iran a eu lieu, il n'a pas dit un mot, pas un seul mot. Mais maintenant, ils se rendent compte, mon Dieu, 80% de notre pétrole provient du golfe Persique. Que va-t-on faire? Par le passé, l'Inde jouait à ce petit jeu où elle disait aux États-Unis « Oh, nous allons arrêter d'acheter du pétrole russe ». Puis, en coulisses, elle disait aux Russes « Écoutez, nous sommes sous sanctions, mais nous achèterons votre pétrole, à condition que vous nous fassiez une remise. » Et la Russie répondait « D'accord, nous vous accorderons une remise. » Eh bien, cette fois, après s'être comporté comme un courtisan obséquieux et ridicule, Modi se rend maintenant compte que, mon Dieu, notre approvisionnement en pétrole est coupé. Nous devons avoir du pétrole. Nous devons avoir du gaz naturel liquéfié. Alors il se tourne de nouveau vers la Russie. Et vous savez, les États-Unis ont fait volte-face. Au lieu de dire « Oh, vous devez respecter toutes ces sanctions contre la Russie », ils ont dit « Oh, nous levons les sanctions pour que la Russie puisse désormais vendre du pétrole. » Et la Russie a dit à l'Inde « Hey, bon retour, ravi de vous aider. Mais vous vous souvenez de cette remise? Nous vous accordions autrefois une réduction de 3 ou 4 dollars par baril. Donc au lieu de payer 59 dollars, vous en payez 55. Eh bien maintenant, le prix est monté à 85 dollars le baril et vous allez devoir payer une prime de 5 dollars. Maintenant, je vous le garantis, si l'Inde n'était pas allée vers Israël, si elle n'avait pas en quelque sorte trahi les BRICS, la Russie lui aurait proposé un accord. Ils auraient dit « Hey, le prix du pétrole a fortement augmenté, mais nous n'allons pas vous faire payer le plein tarif. » Donc, l'Inde en paie le prix. Et c'est là que ça commence à déborder. Mais que vont faire les Philippines? 94% de leur pétrole provient du golfe Persique. Et malgré les promesses de Trump d'ouvrir le détroit d'Ormuz, je ne vois pas comment, car ce n'est pas comme si l'Iran attendait là avec une file de bateaux en disant « Vous devez vous arrêter, vous ne passerez pas ». Ils ont fait passer le message. Quiconque essaie de traverser ici sera coulé, ce qu'ils ont effectivement fait. Je pense que ces gens, ces détracteurs de la Russie et de l'Iran aux États-Unis, sont complètement perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Lindsey Graham est sorti en disant à Israël, à nos amis en Israël, « N'attaquez pas. Mon conseil serait de ne pas attaquer les installations pétrolières, car nous voulons l'Iran dans son intégralité. Nous voulons tout l'Iran, avec toutes ses ressources. Nous ne pouvons pas... » Comment, Larry, penses-tu qu'ils ont une solution à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz? Parce que le président français, Macron, a déclaré que la France préparait une mission purement défensive pour rouvrir progressivement le détroit d'Ormuz. Voici ce qu'il a dit.
Et aussi, pendant que nous parlons, nous mettons en place une mission purement défensive. Il s'agit d'une mission de soutien dont l'objectif est de travailler avec d'autres États européens et non européens. Le but, dès que possible, une fois que nous nous serons retirés de la phase la plus intense du conflit, est d'assurer l'escorte des navires porte-conteneurs afin de rouvrir progressivement le détroit d'Ormuz, qui est, bien sûr, un passage pour le commerce international, mais aussi pour le gaz du Nord qui devrait pouvoir sortir de la région. Nous travaillons donc sur cette mission et la préparons avec nos partenaires. Cela se déroulera dans le bon ordre et nous avons déjà commencé à en discuter. C'est une mission pacifique et défensive, une mission de soutien, mais elle est essentielle pour nos économies et pour l'économie mondiale dans son ensemble. Oui, la question porte sur l'Europe, qui s'est retirée de tous les calculs en Asie de l'Ouest. Je ne vois actuellement aucune politique impliquant l'Europe en Iran, par exemple. Et je ne vois pas les États arabes les considérer comme un interlocuteur viable. C'est pourquoi ils parlent avec Vladimir Poutine, ils ne parlent pas avec les Européens. Et ils ont l'impression, d'une manière ou d'une autre, qu'ils peuvent faire quelque chose dans le détroit d'Ormuz. Quelle est la mission selon vous? De quoi parle-t-il? I have no idea. I think he's, Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'il est, vous savez, réputé être un consommateur de cocaïne, peut-être qu'il est en plein trip. Alors suivons le scénario. Voici à quel point la situation a changé au fil de, 39 ans. Oui, revenons en 1987. La guerre Iran-Irak fait rage, et l'Occident, en particulier les États-Unis, apporte un soutien considérable à l'Irak. L'Iran se défend pratiquement seul, et il a donc essayé de bloquer le flux de pétrole sortant du Golfe Persique, afin de faire pression sur l'Occident. Ils ont commencé à poser des mines. Ils avaient un navire appelé l'Iran Hajar, qui en posait là-bas. Ce que l'Occident a fait, c'est installer une barge de service pétrolier flottante, appelée la barge Hercules. Une unité de Navy SEALs, avec des hélicoptères du 160e escadron des opérations spéciales de l'armée de l'air, était stationnée sur cette barge. Et comment je le sais? Parce qu'un bon ami à moi était le commandant de cette unité. Il était lieutenant-commandant à l'époque. Ils ont mené des opérations militaires contre l'Iran. Eh bien, à l'époque, l'Iran n'avait pas de missiles. Il n'en avait pas vraiment la capacité. Ils ont essayé de l'attaquer avec des vedettes, mais celles-ci ont été repoussées. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. N'importe lequel de ces navires français qui naviguent là-bas, l'Iran dispose de missiles anti-navires cachés dans des grottes le long de sa côte. Il a aussi des drones. Et vous savez, personne en Occident n'a la capacité d'abattre tous ces drones. Ils ne l'ont tout simplement pas. Et ces drones peuvent causer des dégâts considérables à ces navires. S'il y a des combats prolongés, aucun assureur au monde ne permettra à un navire de passer par là. Donc ils resteront à l'arrêt. Mais le fait est que le Qatar et les Émirats arabes unis vont manquer de nourriture, car ils dépendent fortement des navires qui importent des denrées d'autres pays. Et si l'Iran décide de riposter en s'en prenant aux usines de dessalement, parce que les États-Unis et Israël ont attaqué une usine de dessalement iranienne hier, alors les Arabes du Golfe sont complètement fichus. Ils vont se retrouver sans eau. Ce sera une catastrophe humaine en train de se dérouler. Voici le dessalement, Larry, dans ces différents pays autour du Golfe Persique. On voit que le Koweït en dépend à 90%, Oman, qui ne fait pas partie du conflit, Israël à 75%, l'Arabie saoudite à 70%, et cela descend jusqu'aux Émirats arabes unis à 42%. La dépendance de l'Iran au dessalement est de 2%. Voilà. Ouais. Ouais. Oui. Je veux dire, l'Iran joue au jeu du donnant-donnant.
Vous nous frappez dans une région, nous allons vous rendre l'appareil. Ils ont déjà attaqué les raffineries de pétrole à Bahreïn et au Koweït. Et vous savez, nous n'avons jamais été confrontés à une situation comme celle-ci dans l'histoire du monde moderne depuis que le pétrole existe. L'embargo que l'OPEP s'est imposé à elle-même était une manière de faire pression sur l'Occident, en disant « Très bien, eh bien nous n'allons pas vous laisser avoir notre pétrole, nous allons simplement le garder. » Ça, c'est une chose. Mais cela revient littéralement à couper les pompes et à détruire un produit qui, une fois disparu, ne peut pas être facilement remplacé. Et rien ne sort du Golfe, ou du moins rien pour le reste du monde. Certains navires transportant du pétrole à destination de la Chine sont autorisés à partir. Des pétroliers iraniens ont été autorisés à quitter le port. Maintenant, si l'Occident décide, très bien, nous allons commencer à attaquer ces pétroliers. Parfait. Alors, l'Iran rendra l'appareil. Il détruira les autres navires et dira « Quoi que vous nous fassiez, nous vous le ferons aussi. » Et en pire. Larry, deux personnalités importantes, à mon avis, dans la situation actuelle en Iran, ont adressé leurs félicitations au nouveau guide suprême. L'une d'elles était Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan. Ah, vraiment? Je n'avais pas entendu ça. Il l'a envoyé parce que tu sais, il est azéri. Le nouveau guide suprême, il a été l'un des premiers dirigeants à envoyer ses félicitations. Et nous avons aussi eu le président russe qui a envoyé son message. Voici ce que Vladimir Poutine a déclaré. À un moment où l'Iran fait face à une agression armée, votre mandat à cette haute fonction exigera, sans aucun doute, un grand courage et une grande détermination. Je suis convaincu que vous poursuivrez honorablement l'œuvre de votre père et que vous unirez le peuple iranien face à de dures épreuves. Pour ma part, je souhaite réaffirmer notre soutien indéfectible à l'Iran et notre solidarité avec nos amis iraniens. La Russie a été et restera un partenaire fiable de la République islamique. Et beaucoup de gens affirment que la Russie n'en fait pas tant que ça. Mais ce genre d'argument, à mon avis, quand on regarde ce que disent les responsables iraniens, comme Araghchi, dans sa dernière interview sur MSNBC, il a déclaré que la relation entre l'Iran et la Russie n'avait jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. Et le président russe, ainsi que d'autres responsables russes, disent la même chose. Pourtant, à l'extérieur, certains ont l'impression que la Russie laisse simplement l'Iran de côté. Quelle est votre interprétation de cela? Eh bien, la Russie ne va pas chercher une confrontation publique avec les États-Unis, mais elle va apporter un soutien considérable à l'Iran. Vous savez, nous l'avons vu le 5 mars, c'était jeudi dernier, non? Quand l'Iran, le Conseil de coopération du Golfe, tous les ambassadeurs se sont réunis à Moscou. En gros, ils étaient censés parler d'autres sujets, mais la véritable raison de leur présence était d'amener les Russes à faire pression sur l'Iran, à les calmer, en quelque sorte. Ce sont en gros vos gars, calmez-les. Et Lavrov a donné une véritable leçon de diplomatie ferme. Il a commencé par dire « Nous présentons nos plus sincères condoléances à tous ceux d'entre vous qui ont subi des dommages et des pertes dans cette affaire. C'est terrible. Nous y sommes opposés. » Mais ensuite, il s'est retourné et a ajouté « Je ne me souviens pas que l'un d'entre vous ait protesté lorsque les États-Unis et Israël ont lancé une attaque non provoquée contre l'Iran. » Wind. Tu sais, tu t'inquiètes de ce qui t'arrive maintenant. Où étais-tu quand l'Iran a été attaqué illégalement? Et au fait, je ne me souviens pas que l'un d'entre vous ait dit un mot sur la mort de ces jeunes filles tuées par les États-Unis. Alors tu vois, ils ont été pris de court. Et il a dit, je crois que le Koweït parle de présenter une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, juste pour condamner l'Iran. Non, ça ne passe pas. Vous n'êtes pas objectif ni honnête.
C'était plutôt brutal. Donc la Russie soutient, elle ne se contente pas de parler, elle prend des mesures concrètes, et tu sais, elle a déjà fourni des hélicoptères d'attaque à l'Iran pour être utilisés dans des opérations de contre-insurrection si les Kurdes décident de tenter une opération militaire. Mais je ne pense pas que cela va se produire avec les Kurdes maintenant. Je crois qu'il y a un phénomène en cours où l'Iran s'en sort beaucoup mieux sur le plan militaire. Je veux dire, oui, nous voyons toutes les vidéos, les bombardements, les frappes américaines. Mais l'Iran tient toujours tête à ce qui est censé être la puissance militaire la plus forte du monde, celle qui peut tout faire. Et pourtant, elle n'arrive pas à rouvrir le détroit d'Ormuz. L'Iran va le garder fermé. C'est, j'en suis convaincu, son levier de négociation. Maintenant, je ne sais pas s'ils raisonnent comme moi, mais si j'étais à leur place, au moment de négocier la fin de cette guerre, l'une des conditions essentielles serait la levée de toutes les sanctions contre l'Iran. Tous ces efforts pour diaboliser l'Iran doivent cesser et les troupes américaines doivent être retirées du Golfe Persique. Sinon, nous le garderons fermé. Nous détruirons votre économie. Et si le baril monte à $200 pour l'Iran, et alors? Ils subventionnent de toute façon le pétrole et ils pourront encore en vendre assez pour s'en sortir. Mais l'Occident ne peut pas supporter ça. Rien que dans ma communauté au sud de Tampa, le prix de l'essence a déjà augmenté de 50 cents en une semaine. Je payais $2,50 il y a une semaine. Hier, c'était $3,4. En réalité, c'était plus de $3,4, car je suis membre de ce qu'on appelle BJ's, un club d'acheteurs. Donc je bénéficie d'environ 25% de réduction sur mon essence. Le prix de l'essence augmente, et ça ne va pas s'arrêter. Il va continuer à grimper. Et tout cela survient alors que les États-Unis ont perdu 91 000 emplois, selon le rapport publié vendredi. Le chômage augmente, l'inflation augmente, et cela va encore accélérer l'inflation. Non, ce ne sera pas politiquement tenable pour Donald Trump. Il continue de penser qu'ils vont agiter une baguette magique et que l'Iran devra faire ce que les États-Unis exigent. Non, les États-Unis ne sont pas prêts pour cela. Militairement, nous pouvons utiliser des frappes aériennes, détruire des infrastructures, transformer le pays en Rome, en Gaza. Mais en réalité, c'est presque impossible pour nous, car nous n'avons pas assez d'avions ni de bombes pour le faire. L'Iran est un pays immense, 4 fois la taille de l'Irak, 3 fois celle de l'Ukraine. Et si vous voulez voir les limites de la puissance militaire, regardez simplement ce que la Russie a fait. La Russie a lancé d'immenses frappes de missiles, d'immenses frappes de drones, d'immenses frappes avec des bombes planantes au cours des 4 dernières années. Elles ont provoqué d'importantes destructions et une perte de capacité. Mais cela n'a pas affaibli l'Ukraine, au point que celle-ci dise « nous nous rendons, nous abandonnons ». C'est là qu'interviennent les troupes au sol. Et c'est pourquoi la Russie le comprend. Elle devra conquérir en prenant le territoire. L'autre partie adoucit l'opération. Eh bien, les États-Unis ne sont même pas prêts. Je ne pense pas qu'ils aient même les stocks nécessaires pour mener une opération militaire d'une telle ampleur contre l'Iran comparée à ce que la Russie a fait à l'Ukraine. Larry, hier j'ai parlé avec Ray de ses spéculations sur l'attaque contre les écolières. Il a dit que ça n'avait pas de sens, parce qu'en ce moment, il semble qu'ils soutiennent qu'une partie, je ne sais pas, du CGRI ou de certaines forces armées se trouvait à cet endroit il y a 7 ans, et que c'était la principale source d'erreur de calcul. Mais Race a évoqué autre chose. Il a dit que pour chaque attaque qu'ils planifient, ils doivent mettre à jour toutes ces cibles. Ce n'est pas comme si on allait bombarder des endroits sur la base d'informations vieilles de 10 ans. Il faut les actualiser avant la mission, tu vois.
avant de la mettre en œuvre. Et son autre hypothèse, c'est que quelqu'un a délibérément ajouté cette cible à la liste des attaques américaines parce qu'il voulait une escalade entre les États-Unis et l'Iran. Il voulait que l'Iran réagisse d'une manière qui ferait monter la guerre d'un cran. Quelle est ta spéculation à ce sujet? Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça, simplement du point de vue de pourquoi voudriez-vous que l'Iran intensifie le conflit? Vous voulez que l'Iran se rende. Vous voulez que l'Iran désamorce la situation. Il a dit, si je comprends bien, que certains agents israéliens au sein de l'administration Trump avaient ajouté cette cible à la liste américaine. Mais encore une fois, ils l'ont mis là-dedans. Et le résultat, c'est que vous allez mettre en colère le peuple iranien. Il a dit que si Israël et les États-Unis veulent vaincre l'Iran et pousser à un changement de régime, la dernière chose à faire est de les rendre encore plus en colère et plus résistants au changement. Non, je vois cela simplement comme une erreur stupide, de la paresse. Au lieu de vous savez, si vous... Non, c'est pas une question de croyance. Je sais, pour l'avoir vu de mes propres yeux, qu'il n'existe aucun processus où une cible est sélectionnée, puis où l'on dit « D'accord, revenons en arrière et vérifions que cette cible est bien ce que nous affirmons qu'elle est. » Il se contente de dire « Eh bien, nous avons ce renseignement qui indique qu'il s'agit d'un quartier général du CGRI. » Ils ne reviennent pas à vérifier quelle était la source de ce renseignement. La personne qui a fourni ces renseignements a-t-elle un historique de véracité? Vous savez, il n'y a pas beaucoup de vérifications. Et nous avons vu cela encore et encore au fil des années. Ray et moi en parlions hier, et je lui rappelais que chaque année, il y a un World Factbook de la CIA. Eh bien, chaque année, quand j'étais analyste pour le Honduras, il passait et disait « Voilà les factbooks. Voici ce que nous avons indiqué pour le Honduras. » Vérifie simplement que c'est encore à peu près exact et passe à la suite. Je dois avouer que je ne faisais pas de recherche approfondie pour vérifier chaque fait. C'était simplement une sorte d'exercice bureaucratique. On approuve et on continue. Je pense qu'il y a un peu de cela dans ce cas aussi. Lors de son interview à l'émission 60 minutes, on a demandé à Pete Hegseth que signifie une reddition sans condition. Il a répondu que cela signifie que nous nous battons pour gagner. Pouvez-vous traduire cela? Nous nous battons pour gagner. Cela veut-il dire que vous allez continuer à vous battre contre l'Iran? Quelle est la notion de victoire en ce moment précis du conflit, qui est, à mon sens, une guerre d'usure? Eh bien, les contours de la victoire seraient que le gouvernement iranien admette que les États-Unis sont aux commandes, que toutes les politiques de l'Iran soient dictées par ce que les États-Unis lui disent de faire et que les États-Unis aient le dernier mot sur qui peut diriger l'Iran. Voilà ce que serait la victoire du point de vue américain. Eh bien, cela n'arrivera pas. Vous savez, c'est peut-être ce que les États-Unis souhaitent, mais infliger une défaite militaire à l'Iran à ce point-là, nous n'en sommes pas capables, pas avec notre structure de force actuelle. Maintenant, si les États-Unis augmentaient la taille de leur armée, disons au-delà de son niveau actuel, un peu inférieur à un demi-million d'hommes. D'accord, si nous augmentons cela à 2 millions, très bien. Et ensuite, vous savez, nous lançons de grandes usines pour produire des armes. Nous nous préparons à la guerre. Oui, alors peut-être que nous pourrions vaincre l'Iran à un grand prix. Oh, à un prix énorme. Mais tout cela suppose que l'Iran ne prendra pas ses propres mesures pour se défendre, pour rendre la chose encore plus coûteuse pour nous. Il n'y a pas de moyen simple de rassembler une force et d'entrer en Iran de nos jours. Vous essayez un débarquement amphibie. Bonne chance avec ça.
L'opposition des drones et des missiles serait telle que la plupart des embarcations de débarquement seraient détruites avant même d'atteindre le rivage. Landing craft would be destroyed before they even got to shore. And where are you going to base the people? You're going to have all this. Et où army comptes-tu assembled installer in, les troupes? Iraq? Vas-tu rassembler toute cette armée en Irak pour qu'elle tente d'envahir l'Iran par voie terrestre? Non. There's a lot of Une grande partie de cette région, d'après ce que j'en sais, je n'y suis jamais allé, la zone frontalière avec l'Irak est très montagneuse. En descendant du nord-ouest vers le sud-est, on traverse un terrain très accidenté, ce qui facilite la tâche d'une force défensive pour anéantir une armée envahissante. Donc, tu vois, Hank a dit, ce n'est pas quelqu'un de très intelligent. Il fait ce qu'on lui dit et répète ce qu'il est censé dire, mais il est complètement dépassé, à un point tel que cela en devient dangereux. He's in over his head to such an extent that it's dangerous. Larry, n'est-ce pas incroyable? Je n'aurais jamais pensé que le Hezbollah en Irak serait aussi puissant et influent dans l'ensemble du concept de la guerre. Jusqu'à présent, ils se sont vraiment bien défendus. Well, they had 12 years. Eh bien, ils ont eu 12 ans pour perfectionner leurs compétences lorsque les États-Unis ont envahi en 2003 et ils ont riposté. Donc, vous savez, cette attaque et l'assassinat de Khamenei les ont poussés à entrer dans le combat. En fait, Ali Sistani, le principal dignitaire chiite, a bien lancé un appel à la fatwa. Il l'a annoncé samedi, je crois, en déclarant que tous les chiites ont désormais l'obligation de résister et de punir les États-Unis pour le meurtre de l'ayatollah Khamenei. And punish the United States for its murder of the Ayatollah Khamenei. Donald Trump a été interrogé, Larry, au moment de la situation avec Israël. On lui a demandé si Israël pouvait poursuivre la guerre contre l'Iran, même après que les États-Unis auraient décidé d'interrompre leur frappe. Et Donald Trump a refusé de répondre à cette question. Il a dit « Je ne pense pas que ce sera nécessaire. » Ça va. Ont-ils un scénario dans lequel Israël serait capable de combattre l'Iran sans les États-Unis? Parce que combien de temps les États-Unis veulent-ils rester dans le Golfe Persique? Vous savez, d'après ce que nous avons appris jusqu'à présent, chaque jour, les États-Unis ont dépensé plus d'1 milliard de dollars. Si vous... Yeah. Et cela s'ajoute à la perte de systèmes radars d'une valeur de 5 milliards de dollars. Radars. Et Israël? Qu'en est-il d'Israël? Parce que toutes ces dépenses d'Israël finissent aussi par revenir aux États-Unis. Ce n'est pas seulement Israël qui paie pour tout cela. Yeah, no, they're financially dependent on the United States for that. Oui, non. And as I Ils said, dépendent financièrement des États-Unis pour cela. cascading effects Et comme je l'ai dit, les effets en cascade de cette hausse spectaculaire du prix du pétrole, ajoutés à l'interruption de l'approvisionnement en pétrole et en gaz naturel liquéfié, signifient que les pays d'Europe et beaucoup en Asie vont se retrouver en grande difficulté. Cela veut dire qu'on va assister à une récession mondiale. Lorsque le prix du pétrole a grimpé en flèche en 1973, après la guerre du Kippour, il y a eu une récession temporaire. La croissance économique s'est arrêtée, a ralenti ou même s'est inversée. La même chose s'est produite dans les premiers mois de l'opération militaire spéciale en Ukraine. early months in the special military operation in Ukraine. This time is different though, because Cette fois, c'est différent, car il ne s'agit pas de quelqu'un qui retient volontairement l'offre. Il n'y a tout simplement pas d'offre. Ce qui pourrait être expédié ne l'est pas, et les usines de production doivent fermer. L'usine de gaz naturel liquéfié au Qatar est hors service. Elle ne fonctionne pas en ce moment. Cela va donc entraîner une baisse du commerce. Le trafic maritime est déjà affecté par le manque de mouvement à l'intérieur et à l'extérieur du Golfe Persique. Et voyons ce que feront les Houthis, comment dit-on déjà, Mandab al-Bab ou Bab el-Mandeb, le petit détroit tout en bas de la mer Rouge. the little strait that's there at the bottom of the Red Sea, if the Houthis decide to close that, Si les Houthis décident de fermer cela, ce qu'ils pourraient très bien faire,
Alors tout à coup, vous paralysez le trafic maritime, l'un des plus importants trafics maritimes au monde dans cette région. Cela va entraîner non seulement une hausse des prix pour les Américains, mais aussi la fermeture d'industries qui dépendent de ce pétrole. Et cela signifie que davantage de personnes seront licenciées. Non, c'est différent. Et les gens essayent de faire semblant. Oh, pas de problème, tout est sous contrôle. On gagne, on gagne. Mais nous ne gagnons pas. Pourtant, vous savez, nous continuons à nous le répéter. Les États-Unis, Donald Trump en particulier, savent-ils ce qui se passe en Israël en ce moment? Parce que nous ne savons pas ce qui s'y passe. Aucune image ne sort d'Israël. Et aujourd'hui, on a vu ces extraits montrant qu'ils démontent les caméras de vidéosurveillance, vous savez, toutes ces caméras, peut-être pour éviter d'être piratées ou pour empêcher les gens de rendre compte de la dévastation, de la réalité de ce qui se passe. Ils censurent tout en Israël. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on nous dit « Oh, on déchire tout et on prend des noms. On abat 90% des drones. Ces Iraniens ne peuvent pas nous atteindre. » Super. Montrez-nous. Tu vois, si c'était vrai, j'aurais des journalistes du monde entier ici. Les gars, laissez-moi vous montrer. Ça va être un super spectacle de lumière. Vous allez voir comment on détruit l'Iran. Ils sont complètement inefficaces. Mais c'est pas le cas. C'est exactement le contraire. En revanche, regardez l'Iran. CNN veut venir? Très bien. Venez, faites votre reportage. Ils n'ont pas de censeurs persans qui les suivent partout. Ils ont dit non, tu ne peux pas dire ça. Ne filme pas ça. Mais l'Iran a dit filmez tout. Montrez ce que l'Occident fait au peuple iranien, qu'il n'attaque pas des cibles militaires, mais des civils. C'est la définition même du terrorisme. Alors on voit bien qu'ils essayent de couper toutes ces caméras, de contrôler ce qui est publié sur les réseaux sociaux. TikTok était autrefois un endroit où l'on pouvait voir ce qui se passait. Ce n'est plus le cas. Instagram fonctionne encore, et X aussi. Donc il y a encore un peu d'informations qui passent. Larry, qui va, tu sais, être là s'il se passe quelque chose? Supposons que finalement, la Russie ou la Chine apportent une certaine forme de raison à tout le pays, à ce chaos qui se déroule en ce moment. Comment vois-tu ces États arabes dans ce type de politique, s'ils décident de faire quelque chose à propos de l'Asie de l'Ouest? Que veulent-ils des États-Unis? Que voulaient-ils des États-Unis? Et que veulent-ils, avec le temps, des États-Unis? Tu as de CCG. Oui, exactement. Parce que je vois cette guerre, peu importe son issue, cette guerre change radicalement l'état d'esprit des dirigeants de ces pays. Les populations n'étaient pas satisfaites de leurs dirigeants, ni de leur politique, surtout en Asie de l'Ouest. Mais maintenant, la réalité les rattrape. Il ne s'agit pas seulement de Gaza, il s'agit de leur survie. Oui, eh bien, ils comptaient sur le parapluie de sécurité des États-Unis. L'orage est arrivé, et le parapluie ne fonctionne pas. Il est plein de trous. Cette guerre finira donc par se terminer, et je pense qu'elle se conclura par un règlement négocié qui profitera à l'Iran. Je veux dire, l'Iran aura subi des pertes terribles. Je ne veux pas minimiser cela. Mais les États-Unis ne seront pas en mesure d'imposer leur volonté ou leur dictat. Il ne s'agira pas d'une reddition inconditionnelle. Ce ne sera pas Ulysses S. Grant disant à Robert E. Lee comment les choses vont se passer. Ce ne sera pas von Paulus s'asseyant face aux Soviétiques pour se faire dire ce qu'il doit capituler. C'est tout le contraire. L'Iran, en contrôlant le détroit d'Ormuz et en l'utilisant comme levier économique, s'est désormais placé dans une position telle que l'Occident sera contraint de lui accorder ce qu'il veut, s'il espère relancer le système économique international,
avec le pétrole sortant du Golfe Persique. Et vous savez, franchement, avec les Émirats arabes unis et le Qatar, qui tentent de survivre. Les rapports d'aujourd'hui indiquent que le roi de Bahreïn a déjà fui le pays. Nous verrons donc ce qui se passera au Koweït. Le département d'État américain a ordonné la fermeture de l'ambassade des États-Unis en Arabie saoudite. C'est important. Ainsi, encore une fois, les États-Unis se retirent diplomatiquement du Golfe Persique. Et si vous retirez votre personnel diplomatique, à qui les dirigeants saoudiens vont-ils parler? La Russie ne se retire pas. La Russie est là pour dialoguer. Et ils vont constater qu'il ne s'agit pas seulement de la Russie, mais aussi de la Chine. La Russie et la Chine sont les pays qui ont la capacité de rester. Et ils ont réellement la capacité de protéger ces pays, contrairement aux États-Unis. À l'avenir, ils protégeront ces pays contre Israël, mais encore une fois, la Chine et la Russie en ont les moyens. Les États-Unis, politiquement, ne peuvent pas le faire, car les différents groupes sionistes qui essaient de diriger la situation ici contrôlent Trump. Y a-t-il quelqu'un aux États-Unis qui demande à Donald Trump quel est le gain géopolitique ou économique d'un tel type de guerre contre l'Iran? Si le résultat est celui que vous avez mentionné, à savoir que l'Iran est frappé par des bombes américaines, ce que nous savons tous d'après les images, mais qu'Israël est frappé de la même manière, alors, à mon avis, les États-Unis devront aider à reconstruire Israël après cette guerre. La position des États-Unis ne sera plus la même qu'auparavant, et cela donne un énorme levier à la Russie, ainsi qu'aux Russes, aux Chinois, et même, j'oserais dire, à l'Iran. Ces questions sont-elles importantes pour les responsables politiques aux États-Unis? Oui, les attitudes politiques envers Israël sont en train de changer, clairement, et pas dans le bon sens pour Israël. Gavin Newsom, l'autre jour, il y a environ 2 semaines, tenait des propos très conciliants à propos d'Israël. Ce n'est plus le cas maintenant. Et il y a, tu sais, ces mêmes sociaux qui apparaissent autour de rendre sa grandeur à Israël au détriment de rendre sa grandeur à l'Amérique. L'opinion publique se retourne contre Israël. Et plus Israël mène d'attaques et tente de réprimer ou de punir les personnes antisionistes, plus cela se retourne contre lui. J'ai vu ce week-end que Candace Owens a fait une remarque encourageant les Américains. Ne laissez pas vos fils et vos filles s'engager dans l'armée pour servir de chair à canon pour Israël. Je suis entièrement d'accord avec elle. Bill Ackman, que je connais aussi, a attaqué Candace Owens en la qualifiant d'antisémite ignoble. Et tu sais, d'antipatriote. Il a même dit qu'elle devrait être poursuivie. Ouais, Candace l'a défié. « Hey, viens dans mon émission, tu peux débattre avec moi de ça. » Et au final, Ackman est juste un lâche. Tu vois, c'est un milliardaire, plein d'argent. Il se prend pour un dur, mais il ne l'est pas. Il a peur de Candace. Ouais. Donc, le projet sioniste est heureusement en sérieuse difficulté. Et tu sais, une fois qu'on se débarrasse de ces absurdités sionistes, où ces colons peuvent se promener et attaquer des Palestiniens qui habitent ce territoire depuis des siècles, puis les agresser pour essayer de les chasser de leur maison. Une fois que ces colons seront neutralisés, il y aura une chance que la normalité revienne. Mais encore une fois, ce qui s'est produit à la suite de cette guerre, c'est que plus les États-Unis essayent de punir l'Iran, plus les dégâts causés à l'ordre économique international sont importants. Et la capacité des États-Unis à maintenir la suprématie du dollar est en train de s'évaporer. J'aimerais voir les preuves de ce que Netanyahou détient sur Donald Trump. Trump devient vraiment étrange, car aujourd'hui, dans une interview accordée au Times of Israel, il a déclaré qu'il suppliait Netanyahou de lui accorder sa grâce, d'être gracié par le président d'Israël. Pourquoi est-ce si important pour Donald Trump? Pourquoi Netanyahou compte-t-il autant pour lui?
Well, because Netanyahu's asked Trump to do that. Eh bien, parce que Netanyahou a demandé à Trump de le faire. Et encore une fois, on ne peut pas exclure le chantage, qu'il puisse avoir des éléments compromettants sur Donald Trump liés à Jeffrey Epstein. Mais Trump est tellement dans la poche de ces sionistes qu'il est en train de nuire à l'Amérique. Et je vous le dis, les républicains vont en payer le prix fort en novembre. La Chambre des représentants sera massivement démocrate, et je pense qu'ils ont de bonnes chances de reprendre le Sénat. Bien que comme au Texas, les démocrates là-bas aient désigné un parfait idiot, un type politiquement faible, un petit homme qui adhère à tout le non-sens autour des personnes transgenres. Les gens ne veulent pas de ça. Ce que les gens veulent, c'est qu'on arrête de s'impliquer dans des guerres sans fin à l'étranger, qu'on reconstruise l'Amérique, qu'on ait des emplois et une économie saine. Trump ne tient pas du tout ses promesses sur ce plan, et la situation ne fera qu'empirer. Il refuse de voir à quel point la situation est mauvaise. Il y avait un article, Larry, dans le Jerusalem Post, mentionnant que des survivants ont témoigné. Il parle de députés ayant participé à des rituels sexuels sadiques impliquant des mineurs. Ils évoquent principalement des médecins, des enseignants, des policiers, ainsi que d'anciens et d'actuels membres de la Knesset impliqués dans ces abus. Des survivants affirment qu'il y a un énorme scandale, une sorte d'affaire à la Epstein, qui se déroule également en Israël. Je veux dire, Tel Aviv est connue comme l'une des capitales mondiales du sexe, et pas seulement pour le tourisme. Cela inclut beaucoup de comportements sexuels déviants. C'est vraiment une sorte de culte démoniaque et satanique qui n'a rien à voir avec la foi. Ils se déguisent, se cachent derrière le judaïsme, mais en réalité, ils ne croient pas en Dieu. Ils croient en ces rituels conçus pour détruire l'innocence, détruire la pureté et promouvoir ce savoir occulte. Donc, c'est réel, et cela implique beaucoup de gens. Oui, merci Larry. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir. Le temps passe vite. Je ne peux pas dire que nous nous amusons, mais nous vivons bien cette malédiction chinoise. Puissiez-vous vivre à une époque intéressante. Oui, exactement. Très bien. On te parlera plus tard cette semaine. Exactement. À plus. Super moment. Porte-toi bien. Porte-toi